Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionnable. C'est le format où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils te partagent leurs 3 meilleurs conseils et que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Inès Rekiek, Chief Revenue Officer chez You Love Words. Donc Inès, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui avec toi, on va discuter de ralentissement d'activité, de quoi faire quand il y a un marché instable. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez You Love Words? Bien sûr, merci en tout cas Elric pour l'invitation. Salut tout le monde, je m'appelle Inès Rekiek et je suis Chief Revenue Officer chez You Love Words que j'ai rejoint il y a 4 ans. Je suis arrivée en tant que première sales et j'ai occupé plusieurs postes, à savoir la création de la team sales, puis de la team marketing, j'ai aligné les deux et aujourd'hui je suis en charge du revenu et de la croissance de You Love Words qui passe par la stratégie et la gestion de l'équipe commerciale de 10 personnes et le développement des partenariats. Et peut-être rapidement sur You Love Words, on est une solution de content marketing pour les marques françaises et internationales. Donc on conçoit, on produit et on diffuse des contenus écrits, vidéo et audio qui répondent à des objectifs marketing de nos clients. Et on travaille avec des super marques comme Apple, Orange, AXA ou encore Aircall. Et du coup maintenant, est-ce que tu peux nous présenter en fait justement les 3 conseils que tu vas nous donner aujourd'hui? Bien sûr, l'idée c'était de vous aider dans une période de ralentissement ou dans un contexte cyclique un peu difficile. Et les 3 conseils qu'on verra aujourd'hui, c'est d'abord la réactivation d'une opportunité perdue. Le deuxième, c'est de réussir à statuer sur ce qu'on appelle les négos froides ou les deals auprès desquels vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. Et le troisième, c'est comment demander à son client ou à son réseau une mise en relation. Donc on va commencer avec le premier point. Donc tu disais c'est comment réactiver une opportunité perdue. Donc premièrement, comment tu fais pour retrouver ça? Tu utilises ton CRM ou comment tu fais ça? Et deuxièmement, ça va être comment tu abordes une communication avec la personne ou avec qui vous avez discuté, parce que j'imagine que parfois la personne elle est partie aussi, donc comment tu gères ça? C'est vrai. Peut-être important avant que je te réponde directement, de recontextualiser pourquoi mettre en place ce type d'action. Ça ne doit pas être que du one-shot en fait. Très souvent, on a des ralentissements d'activité entrantes lorsqu'on a des sales qui dépendent beaucoup du marketing ou des pipes qui se vident parce qu'on vient de finir une période cyclique de win, on vient de faire tomber tous ces derniers deals et donc on se retrouve avec ce pipe un peu vide, ce syndrome, ou parfois, et on le connaît très bien en ce moment, ce marché un peu instable où on n'a pas de visibilité, tu vois, sur l'entrant, les budgets, etc. Ça peut aussi être bien sûr autour des congés ou des renouvellements d'exercices budgétaires qu'on a ces typologies de trous. Donc je pense que les sales qui nous écoutent vont se rappeler des moments où ils se disent comment je vais finir finalement mon quarter. Et donc ce qui est hyper important, c'est que ces conseils, et donc le premier sur la réactivation, ils vont nous permettre en fait déjà dans un premier temps de ne pas dépendre de trop peu de deals. Ça peut être parfois un syndrome d'avoir 3-4 deals pour faire ses objectifs et se dire attention, s'il y en a un qui passe dans la trappe, comment je fais? Ça va permettre aussi de vite activer des plans B, tu vois, même pas attendre justement que ça arrive et dans le temps être encore plus à l'affût justement pour préparer ces futures opportunités. Donc ce qu'il faut faire, je dirais, c'est déjà dans un premier temps, ne pas chercher d'excuses dans son pipe. Ça fait pas longtemps peut-être que vous avez perdu l'opportunité ou peut-être justement que ça fait 2 ans. Il y a ce côté déjà psychologique de « ouais mais pourquoi il me répondrait ?» qu'il faut absolument bannir parce que sinon ça va nous freiner justement à la mise en place de l'action. Le deuxième point, c'est, et tu en parlais dans ta question, c'est notre CRM est notre meilleur outil, c'est la base de connaissances clients et donc tout de suite faire une vue filtrée de l'ensemble des transactions pour, troisième point, et je pense le plus important, définir ce qu'on appelle des groupes ou des clusters. C'est-à-dire que sur les 10 ou 15 transactions perdues, à des dates différentes, il va y avoir des problématiques qui sont différentes, une typologie de deal qui est différente. Est-ce que c'était des tailles de deal petites, grandes? Donc en fait, on va identifier ces groupes. Également au niveau des interlocuteurs, est-ce que tout ce que j'ai perdu c'était que des directeurs ou est-ce que c'était des opérationnels? Donc ça va permettre en fait d'avoir un mapping, si je puis dire,
des différents groupes qu'il y a dans ta vue d'opportunité perdue. Et puis, de façon assez, je dirais, simple, d'en extraire l'ensemble des contacts par groupe. Et du coup, en fonction de la volumétrie de tes différents groupes, des différents clusters avec leurs problématiques, je pense qu'en fonction de cette volumétrie-là, soit lancer une séquence, donc une séquence d'email ou multi-touchpoint avec du LinkedIn qui va être dans le but de réactiver, soit de le faire à la mano lorsqu'il y en a 3-4 qui sont des cas particuliers. Du coup, là, tu disais que tu peux faire une liste de groupes, enfin, tu peux regrouper en fait tes opportunités en fonction de certains critères. Euh, Comment toi tu priorises justement ces critères-là? Parce que j'imagine que si tu as 3 opportunités, bon, c'est très facile, ça va aller très vite, mais si tu en as une trentaine, comment tu fais pour la prioriser? Alors, je dirais que le premier critère est le plus important, c'est en fonction, il y en a deux, mais le premier, c'est les problématiques des clients. Donc, vraiment, est-ce que tu as plusieurs opportunités qui se rejoignent sur c'était un besoin de conversion ou de paiement ou si je prends mon business, c'était de la rédaction d'articles. Et en fait, je me rends compte que c'est 15 opportunités que j'ai perdues sur de la rédaction d'articles. Donc, ça va dépendre du produit de chacun. Mais si je puis dire, on va repartir des pains et des problématiques clients pour voir celles que j'ai le plus perdues. Ça, c'est vraiment le premier critère. Et le deuxième qui est assez lié, c'est donc du coup par rapport à ta propre typologie de produits. Est-ce que tous dans les produits SaaS ou même serviciels, est-ce que justement c'est des petits deals qui étaient que du pur service, enfin du pur SaaS, ou est-ce que c'était plutôt ces gros contrats avec beaucoup de services, etc. Et donc c'est par rapport à ton produit que ça sera pertinent justement de définir ces différents groupes. Enfin, peut-être le dernier, mais important si tu as un business qui est sectorisé, bah justement de voir est-ce que tu as perdu globalement beaucoup de retailers, ou beaucoup de banques assurances ou beaucoup d'e-commerçants. Là, c'est pareil, c'est pas mal d'avoir une approche sectorielle pour voir finalement si tu arrives à bien approcher le secteur. Ah, c'est vrai que le secteur, avec le Covid, là, j'imagine qu'il y a des secteurs, enfin, tu vas moins de focus sur ces secteurs que sur d'autres secteurs. Par exemple, le secteur e-commerce, c'est un gros secteur en ce moment qui a favorisé d'une grosse croissance grâce au Covid, mais alors que le secteur retail, justement, il a été plus impacté. Et j'imagine que quand on vend une solution à du retail, c'est beaucoup plus dur à aller chercher Exact. du budget. Oui, tout à fait. Et du coup, tu vois, si tu as plusieurs clusters, tu le dis très bien, à ce moment-là, si tu as un cluster qui dépend des retailers, ben, tu le prioriseras peut-être en P3, P4 et pas en haut de la pile, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, enfin, soit toi, soit un de tes commerciaux, comment il a réactivé une opportunité récemment, ou comment toi tu l'as réactivé récemment, Ouais, et en gros, donner un exemple de comment, enfin, bien vous sûr. avez approché en fait cette opportunité. Bien sûr. En plus, c'est un sujet qu'on a mené il n'y a pas longtemps parce qu'on est clairement dans cette situation, je dirais tous, hein. Et donc l'idée, c'est, comme je l'ai dit au début, d'abord vraiment d'extraire du CRM l'ensemble des données et de définir ces différents clusters. Et puis après, on a un sujet, bien évidemment, quand c'est un petit tip, s'il y a des managers qui écoutent, qu'il y a des réattributions pardon, des contacts et des opportunités avec les nouveaux sales. Soit parce que tu as un commercial qui est parti, soit parce que tu as changé ta sectorisation, etc. Donc d'abord, vraiment bien délimiter juste les contours de qui peut adresser qui, parce que sinon, ça peut être vite la foire. Et concrètement, une fois que tu as tes groupes, nous, on a essayé de ne pas en avoir plus de 3, parce qu'après, c'est assez difficile à gérer, en tout cas 3 qui soient prioritaires et importants. Et première chose, c'est, je crois beaucoup au multi-touchpoint. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire que des séquences de 12 emails hyper bien écrites. Je ne pense pas qu'il faille faire que du téléphone. Je ne pense pas qu'il faille faire que du LinkedIn. Mais tu me vois venir, du coup, il faut faire les 3. Et par contre, ne pas en oublier un, justement, au détriment de l'autre. Donc, moi, je recommanderais toujours une première approche email, suivi du téléphone, suivi de LinkedIn. Et en fait, je leur fais comme ça, email, téléphone, LinkedIn. Il faut être hyper bien rigoureux, hein. Donc concrètement, on met dans les agendas des commerciaux des plages où ils le font ensemble. Ça peut être un tips pour que ça se passe bien, c'est que en fait, même s'ils le font respectivement pour leurs propres clients, eh ben, ils le font ensemble le même jour à la même heure pendant 1 heure.
Et comme ça, en fait, ça les motive un peu de tenir la régularité. Et puis, tu me parlais d'approche. Je vois trop souvent, on parle beaucoup il faut apporter de la valeur à ses prospects en leur proposant du contenu. Et nous, dans une boîte comme YouLoveWords qui produit beaucoup de contenu, on a le côté partage de contenu assez facile. Mais je dis toujours que de donner à son client, lui dropper un article ou dire sur LinkedIn, voici l'article en commentaire, c'est pas assez en fait. Tu lui apportes pas du tout de valeur. En fait, c'est presque un peu flemmard. L'idée, c'est vraiment je dirais, de prendre le temps de lui présenter rapidement ce qu'il y a dans le contenu. Et ça marche très bien par téléphone. Donc, l'email, par exemple, peut être un moyen d'accrocher dans le copywriting la présentation du contenu. Et le téléphone, c'est un bon moyen aussi de dire à son prospect, ah bah tiens, si on est sur une problématique spécifique qu'on a identifiée, d'aborder cette problématique-là. Mais en tout cas, ne pas sortir vraiment du traditionnel. Est-ce qu'on peut échanger, s'il te plaît, qui n'a que peu de retours et peu de valeur finalement. Donc du coup, là, par exemple, un prospect que vous avez réengagé il n'y a pas longtemps, c'est tu vas lui envoyer du contenu en premier pour essayer de rengager la conversation ou... Non, moi je préconise toujours des approches pour le coup assez courtes, avec peu de contenu, des mails pas très longs, mais plutôt accrocheurs. Après, l'idée, c'est pas de faire des vannes ou quoi que ce soit. Et par contre, c'est plutôt à l'oral que je préconiserais de partager finalement du Ok, contenu. ça marche. Si tu veux, on va passer sur le deuxième conseil que tu m'avais dit. Donc c'était sur les négociations froides. Donc comment tu gères ton pipeline. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Ouais, tout à fait. Donc, on sait aussi que, tu vois, dans le cadre de la gestion de son pipe, généralement, les cartes ou les transactions souffrent de ce qu'on appelle un peu le syndrome des priorités. C'est-à-dire que tu as, tant dans les équipes acquisition que CAM renouvellement, lorsque l'activité est importante, bon, bah, le petit devis ou le petit deal ou le truc moins intéressant ou le prospect qui n'était pas forcément hyper gentil, il passe un peu au second plan. Et donc, le commercial, ça peut arriver, oublie de le relancer, puis le client ne relance pas non plus, et puis il y a ce qu'on appelle justement ces négo froides, donc où il n'y a pas de statut sur les transactions. Donc déjà, la première étape, c'est, je dirais, une fois par quarter. Là, on est sur la réactivation, mais une fois par quarter, se fixer une deadline avec une plage horaire sur laquelle, en fait, on va statuer sur chacun de ces devis, parce que c'est important de se dire, OK, ça, c'est perdu. OK, il a choisi quelqu'un d'autre. OK, on était trop cher. Mais pas que ça reste, en fait, des transactions comme ça qui apportent pas de valeur. Le conseil très pragmatique que je propose généralement, c'est soit pareil, liste et on appelle chacune des transactions les unes après les autres pour savoir où on en est. Mais là, à ce moment-là, c'est pas mon préféré parce que généralement, on va un peu se faire balader par le prospect qui va nous dire oui, alors j'ai dû en parler en interne, mais je ne sais pas, etc. Donc il y a un truc qui marche pas mal, c'est d'envoyer un mail super court que tu peux d'ailleurs automatiser et envoyer à toute la liste en une seule fois. C'est bonjour, prénom, avez-vous abandonné le projet? Point d'interrogation. Et celle-ci, je pense que franchement, c'est un des mails qui marche le mieux pour statuer parce que il a un peu un côté je te mets la pression, mais en même temps, ton prospect peut tout à fait te répondre oui. Et c'est pas grave. En fait, tu es content, au moins tu as eu une réponse. Donc celui-là, il est pas bête. Et puis un autre tips qu'on fait pour statuer sur les négos froides aussi, je parlais dans un premier temps d'appeler la liste. Nous, on fait parfois appeler un collègue. En fait, les commerciaux se mettent par deux et chacun appelle le pipe de l'autre en se faisant passer soit pour l'assistant, soit pour quelqu'un en interne qui statue. Et justement, parfois, le prospect, il est attaché à vous, soit de la bonne manière, soit de la mauvaise manière. D'ailleurs, il a un fit, un feeling. Et le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui passe un coup de fil et qui lui parle, en fait, n'a pas ce biais, du coup, il n'y a pas ce biais cognitif d'affect, positif ou négatif, hein, ça va dans les deux Mm. sens. Et donc, ça permet aussi que la personne puisse répondre de façon beaucoup plus transparente. Ouais, parce que j'imagine quand tu disais si la personne a un avis positif, c'est très bien. Généralement, le prospect il va répondre aux emails ou il va répondre au téléphone. Mais à côté, s'il n'a pas un, comme tu dis,
il n'a pas une bonne image de ton commercial, justement, il va l'éviter. Donc, Oui, du coup, et parfois, tu sais, parfois, au contraire, il s'entend bien avec le commercial et du coup, il n'a pas envie de le décevoir humainement. Et du coup, ouais. il n'ose pas lui dire que c'est mort, que son boss lui a dit non ou qu'il n'a pas l'argent. Et donc, il va le balader parce qu'il n'ose pas lui dire non. Et du coup, ouais, tu disais que ils travaillent en binôme, Ouais, mais du coup, est-ce que tu essaies comme d'avoir tes commerciaux qui essaient d'aller chercher le nom? Parce que je sais que dans la vente en général, tu as trois types de réponses. La meilleure, bien sûr, c'est un oui. La deuxième, c'est un non. Mais aussi, la pire des réponses, en fait, justement, c'est pas avoir de réponse. exactement. Le but, c'est de, bien évidemment, systématiquement, c'est le point de ce deuxième, on va dire, conseil, hein, c'est statuer, c'est-à-dire avoir oui ou non. Généralement, d'ailleurs, on est dans une phase où on tend vers les non, tu vois. Sur Ouais, 10, tu auras 8 non. Mais c'est pas grave, parce que si tu n'as qu'un seul oui, déjà, c'est une bonne nouvelle, tu as signé, mais en plus de ça, tu auras vraiment cleané ton pipe et statué sur tes prospects. Tu n'es pas à l'abri aussi que quelqu'un, d'ailleurs, te dise, euh, enfin, en tout cas, te donnera de l'information. C'est pas bon pour moi maintenant, mais reconvainc-moi en septembre. Et en fait, ouais. déjà, mine de rien, tu as créé de l'activité pour plus tard. Et ça, c'est super important. Enfin, je dirais un autre point aussi, ça dépend des business, mais même en SaaS, il y a j'imagine qu'il y a toujours des phases d'onboarding, de setup, etc. Il y a un classique de dire aussi, justement, mettre un peu la pression en disant, de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, donc techniquement, il n'y a pas à avoir peur de le faire ou pas. Finalement, c'est de reprendre un peu le pouvoir de la négociation en disant, voilà, nous, en termes de ressources ou de timing en interne, j'ai besoin de staffer de votre réponse d'ici ce soir, sinon je ne pourrais pas staffer quelqu'un avant 8 semaines. Et pas hésiter un peu à mettre un effet qui tout double. Encore Ouais. une fois, ça dépend des business, mais l'idée, je pense, c'est plus du tout de parler de prix, mais plutôt de sentiment d'urgence et de rapidité pour statuer. Ouais. Ouais, tu vas commencer à lui parler de la bande passante que toi, ton équipe est là aussi pour l'onboarder. Parce que si tu n'as pas la bande passante, justement, tu vas pas. Exactement. Ce sera plus 8 semaines, ce sera beaucoup plus longtemps au final. Ouais, exactement. Et j'avais une question par rapport à l'email que tu envoies, justement l'email super court. Ça, j'imagine que ça marche très bien parce qu'en fait, l'idée, là, c'est avez-vous abandonné? Et justement, moi, c'est un email que j'envoie, pareil, sur justement plus les prospects, en fait, qui sont, qui bookent le meeting, mais justement, qui viennent pas au meeting. Ouais, Et justement, on arrive à avoir beaucoup de réponses par rapport à ça parce qu'il me fait non, 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 désolé, on a pas mal de priorités, donc recontacte-moi dans 2 semaines. Mais exactement. cet email-là, en fait, j'aime bien parce que avez-vous abandonné? En fait, tu vas chercher le non, on n'a pas abandonné. Justement, désolé. Exactement. Puis tu touches un peu l'ego en fait au-delà de la boîte, mais de l'humain. Comment ça, j'ai Ouais, abandonné? Mais pas du tout, j'ai pas abandonné, j'avance. Donc oui, c'est une bonne tournure. c'est exactement ça. Et est-ce que tu aurais un exemple justement à nous partager en fait par rapport à ça, justement, un de tes commerciaux ou toi, justement, il n'y a pas longtemps, qui a mis ça, enfin, un exemple d'un prospect enfin, un prospect ou un client avec qui vous avez mis ça en place il n'y a pas longtemps? Ouais, bah typiquement, tu vois, en ce moment, on parlait juste avant, retail, Covid, compliqué. Eh bien, on savait de toute façon que tous nos devis pour des retailers qui avaient des magasins physiques de mode, beauté, etc., ça allait être compliqué. On avait mis un peu en stand-by. Mais là, on s'est dit, bon, vu que ça va réouvrir, ce sera le moment un peu de statuer sur est-ce que finalement c'est mort parce que leur direction a dit non, ou est-ce qu'un jour ils vont le remettre en place. Et donc, on a fait ça sur un des e-commerce, enfin pas des e-commerçants, pardon, une des boutiques, en leur envoyant avez-vous abandonné ce projet pas plus tard qu'avant-hier. Et justement, ils disaient non, on revient vers vous, c'est la réouverture plutôt fin mai, histoire juste qu'on se mette en marche, mais justement tout reprend, tu vois. Donc parfois, utiliser les timings, je pense, des choses toutes bêtes. Bon, là, c'était le Covid, mais ça peut être des événements sportifs, si vous avez des prospects dans le sport, tout ce qui va être soldes, vacances d'été, enfin, tout ce qui répond à des événements calendaires. Je pense que c'est toujours des bons, ou avant les ponts, tu vois, c'est des bons moments pour envoyer ce type d'email. Ok. Ouais, mais ça va. Voilà, ouais, justement, à la fin du confinement, ça va. Justement, il y a beaucoup de business qui vont se remettre en Ouais, place et du coup, ouais, ça va relancer les projets. Et on va passer sur le troisième point, troisième conseil justement que tu avais commencé
à nous donner au début. Donc, c'était la mise en relation. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là et aussi comment tu mets ça en place avec tes équipes? Bien sûr. La mise en relation, c'est en fait un email qui est fait à votre prospect, mais par quelqu'un d'autre que vous, en votre nom. De façon très simple, ça peut être quelqu'un de votre réseau, un ami, un ancien client ou que sais-je, qui va écrire au prospect que vous tentez tant de décrocher en lui disant est-ce que tu peux enfin en t'introduisant en tout cas en disant bah tiens j'ai parlé avec Inès, ça serait pertinent que tu échanges avec elle parce que sa solution est pertinente. En fait, parfois, on oublie que nos clients ou nos prospects, même s'ils sont en phase de signature ou déjà clients depuis 3, 4, 5 ans, eh bien, ils ont envie aussi justement d'aider et de vous aider. Il y a un peu un côté ah bien sûr, si je peux te filer un coup de main ou si je peux avoir un impact, en fait, ils se sentent valorisés. Et donc, je pense que ce qui est important de mettre en place, c'est pareil, donc mapper les comptes et identifier finalement l'ensemble des prospects qui pourraient faire cette mise en relation. Comment? Eh bien, en les regardant dans le CRM et en vérifiant s'il n'y a pas eu de problème de production, si en ce moment l'activité elle va bien ou pas, etc. Et j'ai vraiment envie de dire aussi que du coup, on perd absolument rien. On a toujours un blocage un peu de oser demander à quelqu'un de l'aide ou quoi que ce soit, alors que c'est complètement faux. Ça devrait être. Je ne sais pas pourquoi ce biais existe aussi, mais les gens ont tout à faire à gagner. Si un de vos amis ou même une connaissance vous dit ah tu pourrais pas me filer un coup de main sur de l'information sur tel sujet, je suis sûre que vous le feriez aussi. Et donc les gens sont ravis de pouvoir vous aider, ils n'auront pas en plus à se mouiller. Et c'est une petite stat toute bête, mais un mail de recommandation a 4 fois plus de chances d'être répondu. Et je le vois très clairement s'il provient d'une mise en relation. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça parce que Mhm. quand par exemple, tu parles à un de tes clients, tu lui demandes qu'ils te mettent en recommandation, enfin, qu'ils te mettent en relation avec quelqu'un. Qu'est-ce Oui. que tu fais? Soit tu lui dis, euh, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton réseau? Ou est-ce que toi, tu as déjà regardé avant de le contacter sur LinkedIn les personnes avec qui Ouais. il est en contact pour justement t'orienter vers des personnes qui justement t'intéressent? Alors, c'est une super bonne question. Je dirais deux choses. La première, si tu maîtrises les enjeux et les problématiques bien de ton client, à ce moment-là, c'est bien de l'adresser en lui demandant, par exemple, de te mettre en relation avec quelqu'un qui il veut, qui Ouais. a une problématique similaire. Parce que lui, du coup, il sait que tu es bon dans la solution que tu proposes. Par contre, si tu as spoté un secteur ou des prospects qui sont intéressants dans son réseau, à ce moment-là, justement, fais-lui gagner du temps en lui disant tu peux me faire une intro ou une mise en relation avec telle personne parce que j'ai vu que tu la connaissais. Maintenant, le problème, c'est qu'on a tellement tous ajouté de gens sur LinkedIn que la plupart du temps, on Ouais. dit ah bah non, je le connais pas. Et ce qui est un peu dommage, du coup, ça a perdu, ça marchait bien avant et maintenant, ça a un peu perdu de comment dire, de sa cohérence, quoi. Ce que j'allais dire, pour ça, ce que je fais, moi, généralement, je demande à la personne en amont si elle la connaît vraiment. Ouais, Et si elle me dit que non, bah bien sûr, enfin, tu vas pas lui demander une intro, mais si elle te dit que oui, justement, on lui envoie un email qui est déjà préfet pour lui mâcher le travail. tout à fait. Toi, Tout à fait, qu'est-ce il que... faut faire un email préfet. Et moi, dans le cadre de ma stratégie de partenariat, pareil, j'ai toujours une petite phrase introductive, un élément de pitch, mais j'essaye d'être vraiment courte parce que trop souvent, des partenaires m'ont déjà envoyé des mails un peu comme ça, en disant eh bien, 80% des Français, vous savez, accèdent sur un site internet en ayant fait une recherche sur Google. Et puis, ils m'ont fait tout un laïus. Et en fait, je me dis non, mais non, l'objectif du mail, faut en revenir à ça, c'est que la personne te réponde pour avoir un créneau. Ouais, Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu as déjà fait 80% du chemin. ouais. T'as pas besoin de la convaincre parce que normalement, enfin, comme la Exactement. personne la connaît, c'est beaucoup plus facile justement à avoir ce rendez-vous, ce premier rendez-vous. Normalement, c'est ton prescripteur en fait Ouais, qui fait que le rendez-vous tombe. C'est même pas toi. ouais. Ouais, et de toute façon, si la personne aussi, enfin, moi, j'imagine que tu aussi, c'est une question que je vais te poser, mais tu fais Mhm. ça, j'imagine qu'avec des clients qui sont satisfaits, parce que j'imagine que les clients qui sont moins satisfaits, tu vas quand même aller leur parler ou tu... Alors, en fait, la nuance n'est pas dans le satisfait ou insatisfait. Tu as Ouais, raison, tu fais ça avec des clients avec lesquels ça se passe bien.
Mais je dirais que trop souvent, j'observe que les commerciaux ne veulent pas faire de mise en relation avant que ça soit depuis 2 ans en collaboration, 5 étoiles, etc. Non, il n'y a pas besoin. Ça peut être même un prospect, en fait. Je Ouais. pense que c'est que quelqu'un avec qui tu t'entends bien et qui a envie de te recommander ou pas, tu vois. Il n'y a pas besoin que ça soit en termes de temps ou en termes de niveau. Certains ne veulent pas quand c'est des trop petits deals. Là aussi, c'est pas, je trouve, un critère valable, tu vois. Ouais, parce que tu peux pas savoir si la personne, elle connaît justement quelqu'un, Bien sûr. qui va t'apporter un deal super gros, parce que c'est vrai que la taille du deal en soi, Ouais, euh, généralement, en fait, ces contacts que tu as, tes clients, tes prospects, en fait, eux, ils ont aussi c'est des connaissances ou dans leur réseau, ils ont des gens peut-être dans les boîtes qui vont t'intéresser, donc tu peux pas savoir. exactement. Et donc, ça serait même un peu, là aussi, un peu bête parce qu'on a des biais, du coup, en se disant, ah bah tiens, ça va pas le faire. Et Ouais. en fait, on se met nous-mêmes des barrières pour demander tout simplement quelque chose. J'avais une super formatrice qui me disait à l'époque, remettez-vous dans la tête d'un enfant qui n'a jamais peur de demander quoi que ce soit, en fait. Il Ouais. pose les questions sans filtre. Bah, c'est ça. De toute façon, moi, c'est ce que je dois voir. Le métier de commercial, en fait, c'est de ne pas avoir peur de. Enfin, déjà, pour la prospection, c'est de ne pas avoir peur de prospecter, justement, et d'être dans cet état d'esprit de, comme tu dis, comme un enfant qui est là pour découvrir l'autre personne. Exactement. Et c'est parce que si tu penses que tu vas faire chez les gens, bah, t'as pas le bon mindset. Et justement, comme tu dis, avec cette question de mise en relation, si tu penses que tu vas le faire chier avec tes questions, bah, tu vas jamais la poser parce que au final, tu penses que tu vas le déranger. Donc, ouais, ça, c'est un très bon conseil. Et je pense que, comme tu dis, la mise en relation, que ce soit avec des clients, que ce soit même avec des prospects, c'est quelque chose qu'on fait pas assez parce que ça peut t'ouvrir des portes, mais t'imagines même pas. Et là, j'avais une question donc, par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous donner justement un exemple du coup que vous avez mis en place récemment avec un prospect ou un client? Ouais. Typiquement, aussi quand tu fais une recommandation et une mise en relation, tu as besoin de comprendre, toi, pour trouver les bons mots dans ton mail court ou dans la façon dont tu vas t'adresser à quelqu'un, ce que tu vas lui présenter. Donc typiquement, j'avais il n'y a pas longtemps un partenaire, une société qui fait du store locator. Tu vois, qui me dit ah tiens, j'essaye trop de rentrer en contact avec telle boîte de l'énergie. Bon, il se trouve que je les connais, c'est un bon client. Là, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Et il me dit, bah, nous, c'est une solution Google My Business, de Store Locator. Et puis pareil, il me fait un super gros email. Et je me dis, bon, avec un truc un peu genre, bonjour madame, etc. Et là, je me dis, non, mais si je lui envoie ça, ma, ma cliente, elle va rigoler, en fait, tu vois. Et Ouais. du coup, je me suis permise de tout de suite, donc, d'envoyer un email à ma cliente en mettant moi-même Hello Laetitia, j'espère que tu vas bien. Tiens, je le dis souvent, ça, je sors d'un meeting de networking ou je sors d'une pause networking ou quelque chose comme ça. Enfin, comme ça, elle comprend que j'ai été dans une situation qui m'a amené à échanger sur mes clients, mes prospects, mes problématiques. Pas comme ça, de but en blanc, je me suis réveillée un matin et je me suis dit que c'était pertinent pour toi. Là aussi, tu vois, ça n'a pas de sens parce que c'est pas vrai. Et donc de lui dire, voilà, bah, tiens, j'étais en train de networker et je parlais avec Martin et je trouvais pertinent de te le présenter parce que je pense que sa solution de store locator pourrait éventuellement vous correspondre. Mais je te laisserai voir avec les équipes, en tout cas, compte sur moi ou tu peux échanger avec lui. Et juste quelque chose comme ça suffit largement parce qu'en fait, c'est vrai. C'est comme si tu avais envoyé un texto à un ami en lui disant tiens, je suis en train de prendre un verre avec Henri, on est en train de parler du cours de tennis, est-ce que tu peux le réserver pour tel jour, tu vois. Pardon pour la métaphore, mais en fait, c'est Ouais. vrai. Bah, c'est ça, hein. Mais en fait, je pense que le contexte, c'est aussi la clé quand tu donnes justement cette information-là, parce que si tu donnes pas de contexte, comme tu disais, en gros, c'est suite à du networking que justement, ça t'est venu l'idée en fait de présenter cette personne. Exactement. Ok, du coup, bah, on arrive sur la fin de l'interview. Pour les personnes qui ont écouté en audio ou qui sont sur YouTube, qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? C'est de me faire un mail à ines@youloveworks.com. Parfait, bah, c'est noté. Bon, bah, du coup, Inès, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Salut, à bientôt.